FRCC est un bulletin d'information de dernière minute. Nous sommes le 19 octobre 2025 et nous assistons à des événements qui ne se contentent pas de modifier la carte des opérations militaires, mais qui bouleversent l'ensemble de l'échiquier mondial. Alors qu'une gigantesque nasse se referme sur des milliers de soldats ukrainiens près de Pokrovsk et que des unités d'assaut russes mènent de violents combats de rue à Kupiansk, Washington prépare une initiative désespérée et extrêmement dangereuse. Le transfert de missiles de croisière Tomahawk. Moscou réagit instantanément et de manière asymétrique, préparant une nouvelle crise des Caraïbes au large des côtes américaines. Il ne s'agit plus d'un conflit local, mais d'un affrontement direct entre civilisations dont l'issue déterminera l'avenir de l'ordre mondial. Je suis Élisée Pavlov et nous commençons. Les événements des dernières 24 heures ont définitivement confirmé ce que de nombreux experts militaires disaient depuis le début de l'automne. Un tournant stratégique s'est produit dans le conflit. Si toute la période estivale a été caractérisée par une lutte de position tenace, des succès tactiques locaux et des tentatives de l'ennemi pour trouver des points faibles dans nos défenses, la situation a radicalement changé. L'armée russe, après avoir accumulé des forces, s'être regroupée et avoir élaboré une stratégie claire, a repris l'initiative sur toute la ligne de contact sans exagération. Nous observons non seulement une avancée, mais une qualité totalement différente des opérations offensives. Nos troupes ont pu élargir considérablement la profondeur opérationnelle de leur avancée, obtenant ainsi la liberté de manœuvre dont elles étaient privées dans des conditions de défense de position dense. La ligne de front, qui s'étend sur des centaines de kilomètres, a commencé à se raccourcir. Cela a permis de libérer des réserves importantes, de les concentrer sur les directions clés et de porter des coups massifs et denses, non seulement sur la ligne de front, mais aussi sur les arrières profonds de l'ennemi, paralysant sa logistique et ses centres de commandement. La dynamique des opérations militaires indique sans ambiguïté que le commandement ukrainien, dirigé par le commandant en chef Syrski, semble avoir commis une erreur fatale. En essayant de maintenir le front à tout prix dans plusieurs points critiques, mais tactiquement défavorables, il a brûlé dans ses batailles les réserves les plus aptes au combat et les mieux préparées. Ceci est confirmé non seulement par les rapports de nos correspondants militaires qui se trouvent directement dans la zone des opérations militaires, mais aussi indirectement reconnus dans les sources ennemies où des notes de panique se font de plus en plus entendre. Au lieu de percées isolées et dispersées, qui pourraient être maîtrisées par le transfert de renforts, nous observons une pression systématique et coordonnée sur de nombreux secteurs simultanément. Cette tactique ne permet pas aux forces armées ukrainiennes de manœuvrer efficacement leurs forces déjà maigres, les obligeant à se disperser et à colmater les brèches de manière chaotique. Les prévisions des centres d'analyse occidentaux qui prédisaient avec assurance, il y a encore 1 mois et demi, le retrait prochain des troupes russes vers les frontières de Donetsk, semble particulièrement ironique dans ce contexte. Cette même avancée au nord de Pokrovsk qu'ils allaient couper dans leur jeu d'état-major, non seulement ne s'est pas affaiblie, mais s'est transformée en une puissante tête de pont pour une nouvelle percée en profondeur. Leurs évaluations, comme tant d'autres fois auparavant, se sont avérées complètement déconnectées de la dure réalité sur le terrain. De la région de Kharkiv au nord à celle de Kherson au sud, nos unités augmentent systématiquement le rythme de l'offensive, créant de nouveaux foyers de tension Cette tactique d'épuisement total oblige l'ennemi à dépenser ses dernières ressources sans lui laisser une minute de répit. Selon les estimations les plus modestes des chaînes d'analyse indépendantes, depuis le début de l'automne, l'augmentation du territoire contrôlé par l'armée russe s'élève déjà à plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et ce processus ne ralentit pas, mais s'accélère. Les rapports d'aujourd'hui du front dissipent définitivement tout doute. Nous n'observons pas une série d'attaques réussies, mais la mise en œuvre d'un plan stratégique unique et bien pensé, qui est mise en œuvre de manière cohérente et méthodique sur le champ de bataille. L'épicentre des batailles les plus féroces et les plus sanglantes reste la direction de Pokrovsk. Ici, pour le groupement de troupes ukrainiennes, la situation qui se dessine peut être qualifiée de catastrophique sans exagération.
Autour du nœud industriel clé comprenant Pokrovsk, l'ancien Krasnoarmeïsk et Mirnograd, se forme une nasse opérationnelle pratiquement fermée. Après la prise par nos troupes de la localité stratégiquement importante de Novopavlovka, qui était la pierre angulaire de la défense ennemie sur ce flanc, les groupes d'assaut russes ont rapidement développé leur succès. Ils ne se sont pas arrêtés pour se retrancher, mais, sur les talons de l'ennemi en retraite, ont fait irruption dans les quartiers ouest de Krasnoarmeïsk même. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes ont été obligées d'abandonner leur ligne de défense échelonnée préparée qu'à l'avance et de s'engager dans des combats extrêmement défavorables dans un environnement urbain dense où elles perdent progressivement quartier après quartier, se retirant vers le centre de la ville. Parallèlement à cela, après un assaut éclair sur la localité de Balagan, nos unités ont pu atteindre la périphérie de Mirnograd voisin et y bloquer plusieurs quartiers. Des affrontements de rue très violents s'y déroulent en ce moment même. L'ennemi tente désespérément de contre-attaquer, mais sans grand succès. En fait, toute la garnison de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes tient à un dernier fil ténu, l'artère de transport qui mène à Pavlograd. Cependant, cette route n'est plus un itinéraire sûr. Elle se trouve sous le contrôle de tirs denses et constants de notre artillerie, des opérateurs de drones et de l'aviation. Toute tentative d'organiser l'approvisionnement du groupement encerclé ou de mener à bien l'évacuation du personnel et du matériel est immédiatement stoppée par des frappes précises. La logistique de l'ennemi sur ce secteur est pratiquement complètement paralysée. Les correspondants militaires travaillant sur place signalent une augmentation brutale, presque exponentielle, du nombre de prisonniers, les soldats des forces armées ukrainiennes se trouvant dans une situation de semi-encerclement sans munitions, sans communication et sans espoir d'aide, prennent conscience de l'impasse de leur situation et préfèrent donc de plus en plus sauver leur vie en se rendant. Les chaînes Telegram d'analyse militaro-indépendante, qu'il est difficile de soupçonner de sympathie envers la Russie, considèrent la chute de Novopavlovka non pas simplement comme un succès tactique local, mais comme une étape décisive qui témoigne du fait que toute l'opération d'assaut sur Krasnoarmeïsk entre dans sa phase finale. Le prochain objectif stratégique évident pour les troupes russes est d'établir un contrôle total sur la ligne de chemin de fer qui passe ici. Dès que cela se produira, le groupement de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes se retrouvera non pas dans un encerclement opérationnel, mais dans un encerclement physique complet, et sa défaite ne sera plus qu'une question de temps. Cela, à son tour, mettra dans une situation absolument désespérée la garnison de Mirnograd voisin, qui se retrouvera dans une nasse encore plus profonde et sans espoir. Les événements ici se déroulent à une vitesse kaléidoscopique et, à en juger partout, le dénouement sanglant de la bataille pour ce nœud industriel et logistique, le plus important de tout le Donbass, est très proche. Au nord, dans la région de Kharkiv, la situation pour les forces armées ukrainiennes évolue non moins, voire plus rapidement et dramatiquement que ne le prévoyaient de nombreux analystes, même les plus pessimistes pour Kiev. Au centre de Kupiansk, ville que la propagande ukrainienne a transformée en symbole de son invincibilité, se déroule une véritable bataille à grande échelle. Plusieurs sources à la fois, qu'elles soient les nôtres, neutres ou même ennemies, confirment que les unités d'assaut russes, après avoir percé les défenses à la périphérie, sont entrées dans le périmètre urbain et mènent des combats acharnés pour le contrôle des zones clés et des nœuds de transport. La tactique devenue classique pour la phase actuelle de l'opération est ici appliquée. D'abord, une pression de tir massive sur les lignes d'approvisionnement, coupant la garnison de l'arrière. Ensuite, de puissantes frappes de flanc visant à contourner les principaux nœuds de résistance et à tenter de refermer une nasse locale. L'ennemi est contourné méthodiquement par les flancs sud et nord, resserrant progressivement l'anneau d'encerclement, ne lui laissant pas d'espace de manœuvre. Selon les dernières données, qui arrivent littéralement en ce moment, un des groupes les plus importants et les plus aptes au combat des forces armées ukrainiennes s'est retrouvé piégé dans la partie sud de Kupiansk, dans la zone industrielle. Pour la retraite, il ne leur reste qu'un seul corridor étroit, en fait une clairière d'une largeur de pas plus de 200 mètres qui est complètement balayée par nos forces. Tout mouvement dans ce corridor de la mort est immédiatement couvert par le feu de l'artillerie, des mortiers et des drones FPV. En fait, la voie de la retraite est coupée.
Ces soldats ukrainiens qui restent dans ce sac de feu, à en juger par les interceptions radio qui en proviennent, ne croient plus à la possibilité d'une percée ou d'une évacuation. De nombreux rapports font état de redditions massives. Les gens, épuisés par les combats incessants et ayant pris conscience de leur sort, sortent avec des drapeaux blancs, des morceaux de tissu ou simplement les mains levées par groupes entiers de 10 à 20 personnes. Les experts militaires notent qu'il n'y a pas eu autant de prisonniers sur un seul secteur local du front depuis très longtemps. C'est un signe évident de la désintégration complète du moral. Selon certaines données non encore confirmées officiellement, un conflit interne aigu commence à se faire sentir au sein du commandement ukrainien dans ce contexte. La direction politique à Kiev exige de tenir la ville jusqu'au dernier soldat, malgré les pertes, pour l'image médiatique. Dans le même temps, les commandants militaires sur le terrain, voyant la situation catastrophique réelle, insistent sur le retrait immédiat des troupes restantes pour préserver le personnel qui pourrait être utilisé sur d'autres secteurs. Les combattants sur la ligne de front, se retrouvant entre le marteau des unités d'assaut russes et l'enclume des ordres insensés de l'état-major, ignorent de plus en plus ces ordres et tentent de se sauver par eux-mêmes. Une image très similaire, bien qu'à plus petite échelle, est observée dans la région de Seversk. De violents affrontements de Russes y déroulent également. Les troupes anti-russes, après s'être retranchées à la périphérie, avancent donc lentement mais inexorablement vers le centre de la ville, broyant la défense ennemie. L'offensive menée simultanément depuis plusieurs directions permet de resserrer la garnison ukrainienne dans un étau, ne lui laissant pas de bon choix, soit se retirer sous un feu nourri vers des positions absolument non préparées en terrain découvert, soit rester encerclée et être détruite. Les zones fortifiées derrière ces eux sont déjà tombées et devant eux, il n'y a qu'un rideau de feu continu de l'artillerie russe. Sur le flanc sud de Zaporojie à la région de Dniepropetrovsk se déroulent des événements dont l'ampleur a été une surprise totale pour la grande majorité des observateurs. L'avancée des troupes russes, ici, s'est avérée beaucoup plus profonde et rapide qu'il n'y paraissait au départ. La ligne de défense des forces armées ukrainiennes sur la direction de Dniepropetrovsk, qui avait été construite et renforcée pendant des mois, s'est avérée, comme on l'a découvert, pas si solide. Après de nombreux mois de combats incessants, les unités ukrainiennes sur ce secteur se sont retrouvées extrêmement épuisées. Le matériel est usé jusqu'à la limite, les rotations du personnel ne sont pratiquement pas effectuées et les stocks de munitions, en particulier d'obus d'artillerie, sont à court. En conséquence, dans certains secteurs où il y a peu de temps encore de violents combats de position se dérouler, nos troupes ont pu avancer de dizaines de kilomètres et souvent sans rencontrer de résistance organisée. La défense ennemie s'est littéralement effondrée comme un château de cartes. Des unités distinctes des forces armées ukrainiennes abandonnent de leur propre chef leur position et se retirent vers l'arrière, créant des brèches dans lesquelles nos groupes mobiles se précipitent immédiatement. La situation autour de Kherson est particulièrement intéressante. Ici, les unités du groupe de troupes de Dniepr mènent un travail actif et extrêmement réussi pour nettoyer et prendre le contrôle des positions insulaires dans le delta du fleuve. Ces derniers jours, une opération de débarquement limitée mais très significative a commencé sur la rive droite du Dniepr qui est toujours contrôlée par l'ennemi. Des combats acharnés se déroulent pour ce que l'on appelle l'île de quarantaine qui est la clé géographique de toute la partie ouest de l'agglomération urbaine de Kherson. L'établissement d'un contrôle total sur cette portion de terre pourrait être le prélude au début de la phase à grande échelle des combats directement pour la ville de Kherson elle-même. L'artillerie de notre 18e armée mène un feu continu et dense sur les entrepôts de munitions, les positions d'artillerie masquées et les moyens de défense aérienne de l'ennemi situés sur l'île et les territoires adjacents. L'aviation tactique russe s'est également considérablement activée. Sa tâche principale est d'assurer l'isolement complet de la zone des opérations militaires. Des frappes de haute précision sont menées sur les ponts flottants et tous les moyens flottants temporaires afin de priver l'ennemi de la moindre possibilité de transférer rapidement des renforts et des munitions sur la rive droite.
Il y a également des succès sur d'autres secteurs du front sud. Sur la direction du Glegdar, nos troupes ont pris le contrôle d'un des points suburbains importants et de plusieurs villages au nord de la ville, améliorant ainsi leur position tactique. Sur la direction de Zaporojié, la lutte pour la ville d'Orekov se poursuit, où nos unités se retranchent dans les banlieues, créant progressivement un demi-anneau autour de la garnison ukrainienne. L'ennemi, conscient de toute la gravité de la menace d'un effondrement complet du front sud, a commencé à retirer en panique les dernières lignes réserves, les retirant de sous Nikolaev et Krivoï-Rog, mais cette mesure tardive pourra-t-elle arrêter l'offensive systématique et bien planifiée des troupes russes ? La question est finalement très ouverte. Dans le contexte de ces succès tactiques impressionnants de l'armée russe, la crise systémique profonde qui a frappé les forces armées ukrainiennes se manifeste de manière particulièrement vive et contrastée. Selon plusieurs observateurs militaires et blogueurs ukrainiens, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, a, semble-t-il, fait un pari stratégique fatal en décidant de maintenir le front à tout prix dans la région de Pokrovsk et de Dobropoli et voisins, afin de renforcer d'une manière ou d'une autre la défense sur cette direction, certes importante, mais pas la seule. Il a dû y attirer presque toutes les réserves aptes au combat dont il disposait, dénudant ainsi de manière critique d'autres secteurs du front, non moins importants. Le résultat d'une telle aventure ne s'est pas fait attendre. Sur toute la ligne de contact, du nord au sud, de nombreuses vulnérabilités et brèches se sont formées dans la défense, dont nos troupes ont immédiatement profité avec une efficacité maximale. Les meilleures forces des forces armées ukrainiennes, les plus motivées et les mieux équipées, sont maintenant concentrées en un seul point dans la région de la nasse de Pokrovsk, où l'artillerie et l'aviation russe les broient méthodiquement. Au même moment, sur des dizaines d'autres directions, la défense ukrainienne craque de toutes parts et s'effondre. Cela a entraîné une augmentation avalancheuse et sans précédent du nombre de prisonniers de guerre. Selon certaines estimations d'experts, leur nombre ces derniers jours augmente non pas par unité, mais par dizaines, voire des centaines de personnes par jour. Cela suscite une inquiétude très sérieuse non seulement dans la société ukrainienne, mais aussi chez les coordinateurs occidentaux de Kiev. Et, surtout, cela affecte de manière catastrophique le climat moral et psychologique dans les rangs des défenseurs. De nombreux analystes ukrainiens, encore récemment pleins d'optimisme, parlent maintenant ouvertement du fait que le commandement des forces armées ukrainiennes semble complètement désorganisé et avoir perdu le contrôle de la situation. Il y a un fossé énorme qui se creuse entre les rapports triomphants et fanfarons des états-majors et la dure et cruelle réalité sur la ligne de front. Récemment, un enregistrement d'une conversation privée entre un des commandants de bataillon ukrainien et son camarade d'endurance d'armes a été divulgué sur le réseau. Dans cette conversation, il raconte avec désespoir que les troupes russes agissent d'une manière incroyablement compétente, coordonnée et continue. Elles exercent une pression constante, donnent l'assaut, mettent en œuvre de nouvelles réserves, frappent avec l'artillerie et l'aviation presque sans pause, 24 heures sur 24. Selon lui, on a l'impression tenace que l'ennemi ne s'épuise pas du tout, mais, au contraire, augmente chaque jour le rythme et la puissance de ses attaques. Au même moment, ces combattants, assis dans les tranchées, écoutent à la radio les rapports des porte-paroles de l'état-major général sur le confinement réussi de l'agresseur et ne comprennent tout simplement pas de quelle réalité il s'agit. Ici, on nous montre un tout autre film, ironise-t-il amèrement. De plus en plus souvent, des informations provenant de différentes sources font état de cas massifs de désobéissance aux ordres, de refus d'aller au combat et de retraite non autorisée des positions par des unités entières. Bien sûr, certaines unités aptes au combat et motivées restent encore aux forces armées ukrainiennes, mais la tendance générale est absolument évidente. Les soldats dans les tranchées sont au bord de l'épuisement physique et moral total. Ils attendent pendant des semaines les renforts promis qui n'arrivent jamais. Les munitions sont à zéro et personne ne parle plus des rotations depuis longtemps.
Une grande partie de ces succès stupéfiants de l'armée russe s'explique par l'application d'une nouvelle tactique extrêmement efficace que l'Occident a déjà surnommée la tactique des 1000 coupures. Elle a fait ses preuves avec brio, précisément dans les conditions actuelles, lorsqu'il est nécessaire de percer une défense de position profondément échelonnée. L'essence de cette tactique consiste en un abandon total des attaques frontales massives et sanglantes sur des positions bien fortifiées qui ne mènent qu'à d'énormes pertes. Au lieu de cela, de petits groupes d'assaut bien équipés et très mobiles s'infiltrent dans l'arrière des forces armées ukrainiennes en suivant les plis du terrain, contournent les points d'appui et les zones fortifiées et attaquent les points les plus vulnérables de la défense ennemie, les états-majors, les entrepôts de munitions, les nœuds de communication, les positions d'artillerie. Là où un tel petit groupe réussit, il s'empare immédiatement d'une tête de pont, s'y retranche et attend l'approche des forces principales, plus importantes, qui élargissent la percée. Une telle approche non seulement déstabilise constamment la défense ennemie, mais crée également un chaos et une confusion totale dans sa structure de commandement. Le commandement ukrainien n'a tout simplement pas le temps de réagir et ne comprend pas où la prochaine frappe sera portée. Et lorsqu'il n'y a pas de clarté et de prévisibilité, il est impossible de construire un système de défense clair, coordonné et échelonné. Au lieu d'une défense planifiée et organisée, les forces armées ukrainiennes sont obligées de se trouver constamment en mode d'équipe de pompiers, se précipitant de manière chaotique d'une percée à l'autre, essayant de colmater toutes les nouvelles brèches dans leur front. Cette tactique épuise incroyablement l'ennemi, tant physiquement que psychologiquement. Elle n'exige pas la concentration d'énormes forces et de moyens en un seul point, ce qui rend l'offensive moins prévisible et permet d'attaquer sur un large front, en tâtant constamment les points faibles et en développant immédiatement le succès là où la défense ennemie craque. Les militaires ukrainiens eux-mêmes reconnaissent avec amertume dans leur chasse fermée la très grande efficacité de cette tactique. Les percées constantes, même petites, à différents endroits, leur donnent sans l'impression oppressante d'un contrôle total de la situation par les troupes russes et de leur propre impuissance totale. L'ennemi n'essaie même plus de retenir chaque village. Sa tâche principale est de ralentir au maximum notre avancée et de tenter de se retirer vers des lignes de défense arrière préparées à l'avance. Cependant, en raison des frappes constantes et ciblées sur leurs arrières et leurs équipements de génie, ils n'ont tout simplement pas le temps de préparer ces lignes. Ainsi, la tactique des 1000 coupures s'est avérée être l'outil idéal pour percer une défense de position apparemment imprenable, la transformant en une série de foyers de résistance dispersés, isolés les uns des autres et en fin de compte voués à la défaite. Parallèlement aux actions brillantes sur la ligne de front, l'armée russe mène un travail systémique tout aussi important pour la destruction planifiée de l'infrastructure arrière de l'ennemi. Les frappes massives de missiles et les raids de drones kamikazes ont donné des résultats très tangibles ces dernières semaines. Dans la région de Kharkiv et dans plusieurs autres régions proches du front, des perturbations graves et à grande échelle de l'approvisionnement en électricité ont été constatées. Cela a entraîné l'arrêt d'une partie importante des installations du complexe militaro-industriel qui tentait de fonctionner en 3 équipes. Des pannes complètes sont observées dans plusieurs grandes localités, ce qui mine également le moral de la population. De plus, nos troupes endommagent activement l'infrastructure gazière et logistique dans les régions d'Izium et de Balakleïk. À en juger partout, c'est là que l'ennemi avait l'intention de créer de nouveaux nœuds d'approvisionnement importants et des zones fortifiées arrière pour ses troupes en retraite. Mais ces plans sont efficacement déjoués par nos frappes ciblées et opportunes. Une attention particulière doit être accordée à la chasse ciblée et très efficace aux équipements de génie de l'ennemi. Nos drones d'attaque tels que LNT ainsi que de nombreux systèmes FPV travaillent de manière ciblée sur les excavatrices, les bulldozers, les niveleuses et autres équipements de construction qui sont engagés dans la construction de fortifications défensives. Des données confirmées sont reçues sur la destruction d'engins de terrassement dans l'arrière profond de l'ennemi, à une distance qui était auparavant considérée comme absolument sûre.
Cela indique immédiatement deux choses importantes. Premièrement, le renseignement russe, tant satellitaire qu'opérationnel, fonctionne à merveille et révèle pratiquement en temps réel les plans de l'ennemi pour la création de nouvelles lignes défensives. Deuxièmement, tous les travaux de génie visant à renforcer les lignes sont régulièrement et efficacement déjoués par nos frappes ciblées. L'ennemi se retrouve ainsi dans un cercle vicieux. Il ne peut pas maintenir ses positions actuelles car elles se trouvent sous un feu nourri. Et en même temps, il ne peut pas préparer de nouvelles lignes arrière car son équipement de génie est détruit dès l'approche. Cette stratégie vise l'épuisement total de l'ennemi de l'intérieur. Même si sur un secteur distinct du front, la situation se stabilise temporairement, les processus destructeurs continuent à l'intérieur de tout le système ennemi. L'économie subit des pertes colossales. La logistique militaire est paralysée et toute tentative de construire une nouvelle ligne souro-vikine, quelque part au fond de son territoire, est stoppée net. Il est beaucoup plus difficile de faire face à un tel épuisement systémique interne qu'aux attaques de groupes d'infanterie en offensive. C'est un travail méthodique et planifié visant à priver l'ennemi non seulement de la possibilité de résister ici et maintenant, mais aussi de tout espoir, même illusoire, de rétablir sa capacité de combat dans un avenir prévisible. Dans le contexte de la catastrophe militaire des forces armées ukrainiennes qui se déroule sur le front, une nouvelle phase d'escalade extrêmement dangereuse commence sur la scène internationale. Selon des informations provenant de nombreuses fuites dans la presse occidentale et de publications d'éditeurs faisant autorité à Washington, une décision fatidique est en train d'être préparée ces jours-ci concernant le transfert à l'Ukraine de missiles de croisière Tomahawk. L'administration du président Donald Trump garde pour l'instant officiellement le silence, mais des journalistes influents et des membres du Congrès des deux partis parlent déjà ouvertement du fait que la décision politique est pratiquement prise et qu'il ne s'agit plus que de détails techniques et de logistique, et il ne s'agit pas simplement de la livraison des missiles eux-mêmes, mais du déploiement de tout un système de frappe. Pour leur lancement, il est prévu de transférer sur le territoire ukrainien des lanceurs mobiles spéciaux basés au sol, appelés Typhon. Le principal problème et le principal danger résident dans le fait que ces missiles peuvent transporter non seulement une charge conventionnelle, c'est-à-dire une ogive ordinaire, mais aussi une ogive nucléaire. C'est là que réside le diable. Comme l'a déjà déclaré aujourd'hui le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, personne, au moment du lancement, ne cherchera à savoir avec quelle charge le missile vole vers le territoire russe. Le simple fait de lancer une telle arme à double usage sera immédiatement considéré comme une menace existentielle directe pour l'existence de notre État, avec toutes les conséquences découlant de la doctrine militaire. Il ne s'agit plus simplement de la livraison d'armes à son allié, il s'agit de facto d'une participation directe des États-Unis d'Amérique aux opérations militaires contre la Fédération de Russie. Même si formellement le lanceur se trouve sur le sol ukrainien et qu'un opérateur ukrainien appuie sur le bouton, tout le monde comprend parfaitement qui donnera réellement l'ordre, fournira les désignations de cibles et assumera l'entière responsabilité de cette mesure. À en juger partout, dans les couloirs du pouvoir, à Washington, une lutte acharnée se déroule actuellement en coulisses entre les faucons qui, désespérés, sont prêts à mettre en jeu tout ce qui reste dans les arsenaux et les politiciens plus pragmatiques qui sont encore conscients des risques colossaux d'une confrontation militaire directe avec une puissance nucléaire. La question des Tomahawks s'est posée précisément maintenant et ce n'est pas un hasard, c'est un geste de désespoir absolu. La livraison d'obus ordinaires, de chars et de véhicules blindés ne peut plus sauver la situation sur le front. C'est pourquoi on fait un dernier pari désespéré sur une arme miracle qui, selon eux, est capable de changer d'un seul coup le cours de la guerre. Cependant, une telle mesure peut conduire à une réaction en chaîne absolument incontrôlable et à des conséquences qu'il ne sera plus possible d'arrêter. Moscou, à son tour, n'a pas attendu les déclarations officielles de la Maison-Blanche et a déjà commencé à répondre, et ce, dans deux directions à la fois. La première réponse est diplomatique, mais très ferme.
Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tenu une importante réunion avec les représentants des principaux pays arabes, où il a exprimé la position de la Russie de manière extrêmement claire et sans ambiguïté. Sans la création d'un État palestinien à part entière et indépendant, il n'y aura pas de stabilité à long terme au Moyen-Orient. Cette phrase, clairement adressée à Washington et à son principal allié dans la région, a sonné comme un ultimatum, mais la deuxième réponse s'est avérée beaucoup plus concrète et géopolitique. Le président Vladimir Poutine a soumis à la Douma d'État pour ratification un accord de partenariat stratégique global avec le Venezuela. Le mot-clé ici est stratégique. C'est un indice absolument transparent et une réponse asymétrique directe à la menace de l'apparition de Tomahawks à nos frontières. La formule est simple, vous voulez placer vos missiles avec un temps de vol de quelques minutes depuis Moscou ? Très bien, alors soyez prêts à ce que nous placions nos missiles près de vos frontières en Amérique du Sud. Des analystes chinois influents écrivent déjà à plein régime sur une crise des Caraïbes 2.0 et ce n'est pas sans raison. La situation générale en Amérique latine, où mûrissent de puissants sentiments anti-américains, ne fait que favoriser cela. Selon des informations provenant de plusieurs experts, Moscou envisage des options pour la livraison au Venezuela d'armements des plus sérieux. Des systèmes de défense aérienne S-400 et des systèmes RAP les plus récents au système de missiles côtiers Bastion avec des missiles hypersoniques OKS capables de causer d'énormes problèmes à toute flotte américaine dans la région. Ainsi, la Russie fait clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention d'observer passivement l'escalade de la part de l'Occident. En cas d'aggravation, elle est prête non seulement à répondre fermement à toutes les frappes sur son territoire, mais aussi à créer préventivement de nouveaux points de pression à proximité immédiate des côtes des États-Unis. Pendant que certains à Washington tentent encore de parler le langage des ultimatums et des livraisons stratégiques d'armes à l'Ukraine, la Russie répond par le langage des mesures bisymétriques et asymétriques sur le continent américain lui-même. Cela élève les enjeux dans le jeu mondial à un niveau jamais vu depuis 60 ans. En résumé, on peut affirmer avec une totale certitude que la situation a radicalement changé non seulement sur la carte des opérations militaires, mais aussi, et c'est beaucoup plus important, dans l'esprit des politiciens du monde entier. La contre-offensive stratégique des forces armées ukrainiennes, largement annoncée en Occident, dont on a tant parlé tout l'été, s'est définitivement et irrévocablement transformée d'abord en une défense passive profonde, puis, dans de nombreux secteurs du front, en une retraite chaotique et paniquée. L'armée russe, au contraire, agit de manière cohérente, systémique et méthodique, perçant les lignes de résistance de l'ennemi sans coup de tête aventureux et risqué, mais avec une logique militaire extrêmement claire et un objectif clair sur le résultat final. Tout indique que dans les semaines et les mois à venir, le rythme de l'offensive russe ne fera qu'augmenter. Actuellement, la logique du domino est à l'œuvre sur le front. L'effondrement de la défense sur un secteur, même petit, entraîne inévitablement avec lui les secteurs voisins, créant une réaction en chaîne d'effondrement. Des têtes de pont croissantes, des demi-encerclements et des nasses, une logistique coupée et des redditions massives. Tous ces éléments font partie d'une grande mosaïque très sombre pour Kiev, qu'il est déjà impossible de cacher par des déclarations de propagande, même les plus bruyantes. En Occident, à Washington et à Bruxelles, la prise de conscience de cette nouvelle réalité désagréable pour eux se fait progressivement et avec difficulté. Ils comprennent que le front commence à s'effondrer sous leurs yeux et c'est ce qui explique leur discussion désespérée et extrêmement dangereuse sur les éventuelles livraisons de missiles Tomahawk. C'est leur dernier pari dans un jeu où il ne reste presque plus d'atouts, mais ce pari menace de dégénérer en un conflit direct et incontrôlable entre la Russie et tout le bloc de l'OTAN. Au même moment, la Russie montre qu'elle est prête à toute évolution, même la plus dure des événements. Les mesures de rétorsion éclairs en Amérique latine montrent que le champ de bataille ne se limite plus au territoire de l'Ukraine. Le conflit est définitivement devenu mondial. Dans un avenir proche, nous serons très probablement témoins de la poursuite de l'offensive russe et de la poursuite de l'épuisement systémique des forces ukrainiennes. La situation pour les forces armées ukrainiennes est proche du point critique.
La question n'est plus de savoir si elles pourront retenir telle ou telle localité, mais de savoir qui s'épuisera le premier dans cette bataille d'usure extrêmement cruelle. Et pour l'instant, tous les faits objectifs indiquent que l'armée russe ne fait qu'accélérer le rythme, tandis que son ennemi est obligé de colmater fiévreusement les brèches, sacrifiant des directions pour le salut illusoire d'autres. Une telle approche ne peut pas fonctionner longtemps. Ce n'est peut-être pas encore la fin de la guerre, mais il est déjà tout à fait évident qu'un tournant stratégique s'est produit. Et il s'est produit au détriment de l'Occident,